Bienvenue sur Au cœur du réseau, je suis Gwenaëlle Keller et vous écoutez un nouvel épisode de la saison One Health du podcast Pure Point Alumni. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Sanchez, promo 74, vice-président chez l'allemand Plant Care et fondateur d'Acapela. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le concept One Health, ou Une seule santé en français, vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Ce concept est mis en avant depuis le début des années 2000. Il s'est développé avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux, et l'état écologique global ainsi que la nécessité de décloisonner les approches sanitaires. Aujourd'hui, nous allons vous parler des plantes et du rôle clé qu'elles jouent dans notre écosystème, notre alimentation et même notre santé. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à un échange captivant. Merci Jean-Marc d'être présent aujourd'hui à l'école. On va parler plus généralement du thème de One Health. Tu es de la promo 74. Si tu devais décrire ton parcours avec 3 mots qui n'ont rien à voir avec ton métier, lesquels choisirais-tu ? J'aurais dit le hasard, le premier mot, parce que en fait, j'avais pas forcément de vocation ou de sacerdoce, et puis c'est la vie qui m'a amené à faire ce que j'ai. J'aurais dit la passion aussi, parce que je me suis laissé emporter par des passions. Et puis le dernier, j'aurais dit énergie, parce que en fait, quand tu développes et tu entreprends, il faut beaucoup d'énergie. Il y a toujours des problématiques qu'il faut résoudre, donc énergie. Tu as 2 casquettes aujourd'hui, vice-président chez l'allemand Plant Care et fondateur d'Acapela. Peux-tu nous en parler et aussi parler de ton mandat chez l'allemand, que ça soit ta position et après la deuxième activité que tu as montée? Alors chez l'allemand, je suis vice-président d'innovation en effet pour la partie l'allemand Plant Care. Hein, donc c'est une unité d'affaires dans le groupe qui consiste à développer les micro-organismes et les dérivés pour la nutrition et la santé des plantes. Cela dit, moi, j'ai fait un parcours chez l'allemand qui est assez complet puisque j'avais développé ma société que j'ai revendue au groupe et j'ai démarré dans le business. Donc, j'étais sur des territoires dans l'aspect un peu général, marketing, j'ai fait du commerce, j'ai fait beaucoup de choses. Et après, je me suis orienté vers la R&D parce que c'était ma passion, développer. Et donc, et puis là, j'arrive à faire l'innovation donc avec des projets de développement qui sont plutôt moyen-long terme. Ça, c'est pour la partie l'allemand. Et puis j'ai comblé aussi mon besoin d'entreprendre par ailleurs en développant un business dans le café et le thé, donc avec Acapela où je suis là torréfacteur de café. J'ai des boutiques et coffee shop à Toulouse, il y en a 3, et des plantations de thé dans le Roussillon où on a planté 30 000 théiers sous panneaux photovoltaïques dans un agro-écosystème un peu innovant, où d'ailleurs on utilise les moyens de lutte biologique. J'essaye d'utiliser les solutions que je préconise depuis des années dans mes propres plantations. Et du coup, tes plantations, elles sont où en France ? Alors, elles sont à Saint-Cyprien, c'est au sud de Perpignan. Et donc, pour ce faire, je travaille avec des purpanais et j'ai un associé qui est un copain de promo qui s'appelle Valérie Goua. Et puis après, je travaille je loue des terres qui appartiennent à Franck et Bruno Villa. Voilà, donc il y a toujours des purpanais dans le giron de cette exploitation. Alors là, c'est vraiment une exploitation qui est à 3-4 km de la mer, dans un contexte méditerranéen. C'est ça qui est assez inédit en termes de localisation, de planter des thés dans ce contexte. Je pense que c'est inédit, alors j'allais dire dans le monde. En tout cas, il me semble qu'un contexte comme ça se trouve pas beaucoup, notamment en France. Top. Et du coup, pour que les purpanais puissent aller boire un verre de café, tu peux nous dire où sont tes boutiques sur Toulouse ? Alors, j'ai une boutique à Cornebarieux Torréfaction qui est route de Toulouse, au bout des pistes de l'aéroport. Après, une boutique avenue Camille Pujol, 118 avenue Camille Pujol. Vous pouvez déguster des pâtisseries, un lunch le midi. Donc, il y a un chef qui fait pas mal de cuisine et bien sûr nos bons cafés et thé. Je le vends bien, j'espère. Et puis aussi juste à côté de Purpan, dans les halles de la cartoucherie, le stand Acapela où on fait des pâtisseries. Et puis toutes les boissons chaudes à base de café, de thé et de cacao. Et des bons jus d'orange pressés. Très bien. Une dernière question là pour se présenter. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans le domaine de la santé des plantes ? Et pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu si important pour toi ? Le déclic, c'est que j'ai toujours voulu faire de la recherche. J'aime bien développer, j'aime bien imaginer, même dans mon stage de fin d'études, je grattais derrière les produits pour savoir comment ça fonctionnait, les modes d'action et tout ça. Ça a toujours été ma passion. Je pense que c'est quelque chose qui était... je voulais faire une thèse d'ailleurs. Hein, après Purpan, j'ai fait un DEA.
En fait, quand j'ai commencé mon activité dans le domaine viticole, je me suis vite intéressé à tout ce qui est fertilisation. Je me suis replongé dans tous ces intrants, toute cette famille d'intrants. Et puis c'était dans les années fin des années 90, début des années 2000, où c'était pas trop d'actualité, les nouvelles solutions. Mais comme j'aimais déjà innover, puis je me posais les questions comment on peut innover dans ce domaine, comment on peut se différencier, puisqu'on avait des acteurs face à nous. Quand j'ai commencé à monter la société, on avait des acteurs face à nous qui étaient des mastodontes ou des gens qui avaient des actifs ou des capacités beaucoup plus élevées que nous. Et il fallait qu'on trouve une niche et un endroit où on peut développer des choses innovantes, sinon on n'avait pas de raison d'exister sur les mêmes produits que les autres, qui sont des commodités généralement, qui sont produites par des industriels et des grosses boîtes ou des grands groupes internationaux. Vous avez à cœur d'agir pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation ? Faites-le grâce à la Fondation de Purpan. La Fondation de Purpan, ce sont plusieurs missions: attribuer des bourses de scolarité, soutenir des thèses de recherche innovantes en agroécologie et alimentation durable, et accompagner des projets à impact sociétal et environnemental. Engagez-vous pour soutenir la diversité, l'excellence et les valeurs qui font la richesse de Purpan. Votre générosité est la clé. Ensemble, cultivons le champ des possibles. Faites un don sur le site www.fondation-purpan.fr. Jean-Marc, peux-tu nous parler des grands défis qui pèsent sur la santé des plantes dans nos systèmes agricoles et naturels ? Bon, alors les grands défis, vous les connaissez tous. Il y a l'agriculture naturelle n'existe pas, donc il faut continuer à produire évidemment pour nourrir les hommes, et puis la population étant en croissance, il faut augmenter ses rendements. Il n'y a pas beaucoup de terres non plus à disposition pour augmenter la capacité de produire des aliments. Donc il faut augmenter cette production et en parallèle trouver des solutions qui limitent les effets pervers de ce qu'on a utilisé jusqu'à présent et qui est pendant la révolution verte, et qui fonctionne, mais qui ont des limites comme tout produit, à savoir les résistances, parce que les pathogènes, les ravageurs, les pathogènes, les champignons, les bactéries ont des moyens de résister et de contourner les modes d'action des produits phytopharmaceutiques, et donc il faut trouver des alternatives qui permettent d'avoir moins de résistance et moins de toxicité et d'écotoxicité vis-à-vis de la biologie et de la biodiversité. Donc c'est un enjeu majeur qui est difficile parce qu'il faut respecter l'environnement, l'homme, l'agriculteur, et en même temps produire et développer la production. Quels sont les impacts qui sont sur les cultures, mais aussi la biodiversité et finalement la sécurité alimentaire derrière ? C'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a un système. Si on va au bout du système, après on peut être au pied du mur. L'agriculture, c'est quand même à la base pas naturel, donc on va essayer de produire la même culture pour produire de la nourriture ou pour les hommes ou les animaux. Et donc on va réduire la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, puisque c'est pas une forêt, c'est pas multiple. Donc on fait de la vigne, du blé, et puis parfois on fait des rotations qui sont pas forcément trop diverses, donc on réduit la biodiversité, ça c'est évident. Mais comme on développe les surfaces et on développe les rendements, et à un moment, comme je l'expliquais, la nature a horreur du vide, la nature va s'adapter, et on cultive aussi les pathogènes et les ravageurs des cultures qu'on cultive. Et donc là, petit à petit, ils deviennent résistants, donc il faut toujours avoir le dessus, et c'est une course sans fin contre la nature qui résiste. Donc l'impact de l'agriculture, on le connaît, mais là, on essaye de le limiter parce qu'il y a la pression sociale, parce que finalement aussi, on a des besoins, on a de plus en plus de besoins. Donc, il faut trouver des moyens d'avoir moins d'impact et de garder cette biodiversité, en tout cas de complexifier l'écosystème, puisqu'on l'a simplifié, évidemment, l'écosystème pour nos propres besoins, mais là, il faut le recomplexifier pour atteindre la résilience du modèle, parce qu'on n'est plus trop résilient maintenant. C'est ça la problématique. Et quelles sont, selon toi, les innovations ou les pratiques agricoles les plus prometteuses pour améliorer la santé des plantes et rendre nos systèmes plus résilients face aux maladies et aux ravageurs ? Bon, il y en a plein en fait. Il y a aussi la génétique, il y a les variétés, il y a la façon de produire avec la diversité. Quand on complexifie l'écosystème, c'est aussi travailler sur les rotations, changer les rotations, les couverts végétaux, évidemment.
qui permettent de complexifier cet écosystème, qui servent à beaucoup de choses, piéger les nitrates, mais aussi d'abri pour les insectes auxiliaires, structurer le sol, nourrir les micro-organismes dans le sol, parce qu'on utilise la photosynthèse comme un moyen, via les exudats racinaires, de fermenter et de nourrir une vie biologique dans le sol. Donc tout ça, ça contribue à complexifier l'écosystème. Il y a aussi les micro-organismes, donc qui sont un moyen. Bon, c'est pas visible, donc évidemment on le voit moins, mais c'est un peu comme l'idée des insectes auxiliaires. On va amener l'ennemi naturel du pathogène qui va devoir s'acclimater avec cet écosystème plutôt que de le vider ou de tout détruire. Et c'est ça un peu la nouveauté, je pense. Puis après, il y a tout ce qui est haute nouvelle technologie. On parle de robotique, on parle de capteurs qu'on met un peu partout, qui permettent en fait à l'agriculteur à faire cette agriculture de précision et d'aller traiter au bon moment, d'essayer par exemple de faire de l'épizootie ou de l'épidémiologie. On voit la maladie ou le ravageur apparaître dans un coin de la parcelle, on peut aller traiter que ce coin-là. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui sont développées, avec la robotique aussi, évidemment, qui peut être beaucoup plus précise et aller à des endroits où très précis qu'on aura, par exemple, capté grâce à un drone ou une image satellite. Voilà, donc tout ça, pour moi, contribue à amener à l'agriculture un peu plus de précision. Et ça, c'est bien pour les économies d'intrants, par exemple. On parle souvent des liens entre la santé des plantes, celle des sols, des animaux et des humains. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la santé des plantes influence directement ces autres sphères du One Health? Mais tout est lié, vous le savez, il faut avoir la vision holistique. Une plante, c'est un être vivant qui se défend vis-à-vis d'agresseurs et elle synthétise elle-même des métabolites de défense, on le sait, elle stresse. Ces métabolites de défense, certains, on va nous les consommer parce qu'on les trouve bons. Je parle de la caféine parce que je connais bien, ou la nicotine, etc. Tout ça sont des molécules de défense qu'on trouve dans les végétaux, que nous consommons à petite, mais qui sont des neurotoxiques, on le sait, et qui servent normalement à la plante à se défendre contre les insectes, ou qui vont rendre leur goût moins appétant pour le ravageur. Donc on a un système où on a quand même une compétition entre les êtres vivants, où chacun va essayer de se défendre en synthétisant et en luttant par des biais, par des voies métaboliques, donc la santé des plantes. Donc déjà, vous avez la synthèse de certaines de ces molécules vont être consommées ou vont être dangereuses pour les ravageurs ou pour les gens qui mangent ces plantes. Donc, la caféine, la nicotine, mais il y en a plein d'autres dans le colza, les molécules qu'on trouve un peu amères dans d'autres légumes, etc. Ce sont en fait, ça vient d'une lutte intestine qui date depuis des millions d'années entre l'homme, entre le végétal et l'animal, qui essayent de survivre les uns contre les autres ou en développant des moyens de défense. Donc déjà, on a un impact, c'est lié, vous voyez, avec le métabolisme qui se défend et qui va parfois devenir toxique pour celui qui le mange. L'animal, c'est comme l'être humain, il va consommer ses plantes et il va devoir faire avec. On sait très bien, par exemple, il y a un exemple, les antilopes qui mangent les acacias en Afrique, et donc quand ils commencent à manger, ça envoie de l'éthylène par voie aérienne pour alerter les acacias qui sont autour et pour qu'ils synthétisent des tanins. Et ces tanins, ils vont être concentrés dans les feuilles et vont devenir un poison pour les antilopes et qui vont ne plus pouvoir les digérer. Donc vous voyez le lien entre l'animal et la plante, il est évident, évidemment. Après, les maladies peuvent se transmettre de l'homme à l'animal, on le sait. Alors avec le végétal, non, moi j'ai pas connaissance particulière, mais c'est tout simplement que la maladie dans la plante ou la santé de la plante va affecter le rendement et donc par ce biais-là la nourriture de l'animal. Et on peut avoir aussi un lien parce que vous avez ce qu'on appelle les mycotoxines, c'est un exemple, où si les maladies se développent sur un végétal et qu'on laisse le champignon se développer, le champignon lui aussi, il lutte contre ses ennemis, ses ravageurs, et il va développer des mycotoxines qui sont parfois toxiques pour celui qui les consomme, donc l'être humain. La tavelure de la pomme, on sait, si on les traite pas, ok, le champignon va se développer, mais il va pouvoir développer aussi les mycotoxines qui vont, et on le sait aussi dans le blé, les ochratoxines et les aflatoxines sont des molécules dangereuses, toxiques pour l'être humain et qui viennent de son alimentation. Donc il faut pouvoir
éviter le développement des champignons responsables de la mycotoxine. Donc on a quand même ce lien, c'est hyper important, l'aspect sanitaire des plantes peut avoir une conséquence majeure sur la consommation humaine ou animale. Est-ce qu'il y a un organisme un peu qui travaille à mettre tous ces acteurs en lien pour pas que chacun travaille sur son périmètre en essayant de faire mieux sur son périmètre, mais vu que toutes ces sphères doivent travailler ensemble et tout est lié, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des organismes? Est-ce qu'il y a des structures qui sont là pour vous faire parler entre vous? Ou est-ce que c'est des démarches individuelles? Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse, Gwenaëlle. Je suis désolé. Mais je me suis souvent posé la question et j'ai trouvé que justement, chez l'Allemand, on avait cette force-là. C'est qu'on fait de la nutrition humaine, on fait de la nutrition animale et de la nutrition végétale. Et que c'est une force. Parce que mes collègues qui travaillent en nutrition animale ou en nutrition végétale, qu'on a vu tout à l'heure, ils ont des idées, ils travaillent les mêmes souches, et puis on voit le lien et on travaille ensemble, même si on est divisé. Et ça, c'est le problème de stratégie, on est divisé en silos un peu, en unités d'affaires, et que pour aller avoir cette transversalité entre la nutrition végétale, humaine ou animale, il faut aller à la machine à café. Tiens, le café, il est toujours au centre de ma vie. Il faut aller à la machine à café pour partager avec eux. Tiens, j'ai une souche, tiens, sur l'ensilage, on va pouvoir faire ça avec cette souche qui est antifongique et qu'on pourrait utiliser pour la nutrition végétale. Ça, c'est chez l'allemand. Donc, c'est une force qu'on a. Et si tu regardes les sociétés et les entreprises, elles sont quand même assez dans leur silo. Les grands groupes de nutrition santé végétale, même s'ils travaillent un petit peu à côté, il n'y a pas vraiment de cette transversalité. Alors, dans le monde de la recherche et académique, j'en entends parler un petit peu, comme vous sans doute. J'ai eu l'occasion parfois d'avoir quelques discussions à ce sujet, mais je pense que c'est pas vraiment organisé. Il y a des gens de l'INRA, par exemple, à Toulouse, qui travaillent sur les mycotoxines, notamment en nutrition animale, et c'est grâce à l'allemand nutrition animale que j'ai pu les rencontrer, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait le même combat. Tiens, les mycotoxines, comment on fait pour réduire leur effet dans la nutrition en utilisant par exemple des additifs dans les aliments pour bovins ou etc. Mais est-ce que c'est pas bien aussi de travailler en amont sur les cultures pour limiter la prolifération de ces champignons? Champignons qui, quand on les agresse, développent les mycotoxines. Et si vous utilisez des produits phytopharmaceutiques classiques qui les agressent, est-ce qu'on ne développe pas les mycotoxines? Ce dont on s'est aperçu parfois. Donc peut-être qu'il faut avoir des nouveaux moyens de lutte biologique pour réduire l'incidence de la maladie. Ça, c'est important parce que c'est le rendement de l'agriculteur et puis c'est nourrir la planète. Mais aussi, c'est pas parce que tu réduis l'incidence de la maladie que tu vas réduire l'impact des mycotoxines et la production de mycotoxines par ces champignons, parce qu'ils sont agressés par des fongicides, par exemple. Donc, et travailler sur l'amont, l'aval, la nourriture, la détection, il y a des moyens de rendre ces mycotoxines, je disais, avec des additifs qui vont avoir un effet éponge sur ces mycotoxines. Et tout ça, ça nous permettrait d'être plus percutant au niveau final de la consommation, de la nourriture, etc. Finalement, j'ai pas beaucoup vu, alors à mon niveau, mais il y en a, je sais bien, il y a cette idée un peu holistique qui se développe, mais voilà, il faut des programmes de recherche, il faut mettre des académiques autour de la table qui ont chacun leur spécialité, et puis des entreprises aussi qui sont intéressées par ça. En parlant de recherche, il me semble que tu travailles avec la recherche à Purpan, avec certains enseignants-chercheurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces activités-là que tu as développes avec l'école d'ingénieurs de Purpan? Oui, alors moi, je travaille avec Purpan à la fois avec l'allemand, donc pour le côté biocontrôle, sur des fruits et des études sur limiter les maladies après récolte. Et c'est vrai que c'est une problématique majeure parce que voilà, on essaye de limiter le gaspillage évidemment, mais aussi il y a des maladies qui se développent sur les fruits après la récolte. Et je vous parlais des impacts que ça peut avoir à la fois sur les qualités organoleptiques, mais aussi santé. On mange pas des fruits pourris, mais c'est un peu ça finalement. Donc on va travailler sur ces aspects-là, puisque l'école a développé aussi des moyens de lutte ou de désinfection des fruits à base d'ozone. C'est un savoir-faire assez spécial à l'école. Et après, je travaille moi avec le thé, des analyses sensorielles et des boutures de café. Voilà, c'est un autre domaine à côté, mais c'est plutôt sur la production là, et l'analyse sensorielle et la caractérisation organoleptique des thés, mais c'est pas trop en rapport avec la santé.
Si tu devais imaginer l'avenir de la santé des plantes dans les 10 prochaines années, quelles seraient selon toi les priorités absolues pour garantir un écosystème agricole sain et durable ? Je pense que de toute façon, on en vient. Hein. Il y a des modèles agronomiques qui sont redéfinis à la base, avec des rotations plus diverses, des couverts végétaux, des intercultures, voire même des cultures intermédiaires ou des cultures entre les rangs d'arbres fruitiers, de vignes, de l'agroforesterie, etc. Bon, tous ces systèmes-là qui vont rendre le modèle plus résilient, ça c'est la base. Et après, il faudra toujours des outils de lutte pour ne pas laisser la nourriture partir aux prédateurs et donc à la nature et plutôt à nous, ramener la production à l'humain. Donc là, on utilisera, à mon avis, des moyens un peu plus dans l'analyse. Donc il faut des capteurs, il faut beaucoup d'analyse, de monitorer en fait ces maladies pour pouvoir traiter au bon moment, au début, anticiper, voilà ce qu'on fait déjà, hein, plus ou moins, mais ça, à mon avis, ça va beaucoup s'accentuer. Et aussi les moyens de lutte avec, je disais, des nouveaux moyens, drones, etc., des endroits qui peuvent localiser les débuts d'épidémies. Ça, c'est pas mal. Donc, beaucoup de capteurs, beaucoup d'outils et beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Je vois ça, moi, se développer dans le futur parce qu'on aura beaucoup de données, évidemment. Donc, ces données, il va falloir les traiter. Alors, je dis pas que l'agriculteur, il va être devant le PC comme toi maintenant à envoyer comme un jeu, tu sais, envoyer des drones traités en fonction d'eux, c'est un peu rigolo, mais je pense quand même que c'est des outils qui vont l'aider. Mais à la base, il faut une agronomie, une agriculture beaucoup plus complexe. Voilà. Moi, je prends cet exemple-là. Souvent, je suis allé au Brésil dans le cadre de mes activités, où dans le Mato Grosso, tu vois soja sur soja sur soja sur des centaines de milliers d'hectares. Hein. Il n'y a plus d'arbres, c'est assez hallucinant. On est vraiment dans un no man's land de soja. Je porte pas de jugement parce que bon voilà, c'est un modèle, ça nourrit. Enfin, il faut pas critiquer, il faut vraiment être ouvert. Mais ils sont au pied du mur parce qu'ils ont cultivé aussi des ravageurs, notamment en l'occurrence là des nématodes, ces petits vers qui mangent les racines. Et ils n'ont pas de solution. Ils n'ont plus trop de solutions puisque les solutions, ils les ont utilisées. Mais bon, je vous le disais, la nature et les petits vers, les nématodes, ont trouvé des biais pour mieux résister. Donc, comment on fait ? La seule solution, là, c'est plus de mettre des produits où on peut, nous, apporter des microbes pour limiter l'impact, mais il faut réorienter les communautés de nématodes et de micro-organismes dans le sol. Et pour le réorienter de manière significative, il faut changer le système, il faut le casser. Donc, il faut mettre des couverts, il faut mettre d'autres cultures, et il faut dire, ben voilà, c'est fini le modèle soja sur soja sur soja. Il faut maintenant cultiver autre chose. Il faut laisser la terre avec d'autres cultures ou mettre des crotalaires, d'autres, pardon, ils mettent des cultures intermédiaires, mais voire même d'autres cultures pendant quelques années. Donc ça, c'est nécessaire. Donc il suffit pas d'avoir des outils technologiques ou des solutions miracles, comme nous aussi, des micro-organismes ou des outils de biocontrôle. Il faut vraiment voir que le modèle change, parce que ce vivant qu'on va apporter pour utiliser à notre fin, il faut qu'il s'insère dans un écosystème nouveau, résilient, un peu plus complexe. Et donc, à la base, il faut trouver ces équilibres-là. Et c'est pas facile parce que l'agriculteur, il gagne son argent, il doit nourrir sa famille, il a ce modèle-là. Et comment je fais, moi, pour changer ce modèle ? Et quand on change un modèle, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et pendant ces 2, 3, 4, 5 années où je vais devoir, par exemple, laisser les résidus, je vais perdre du rendement, je vais perdre de l'argent. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut aider les agriculteurs dans cette R&D, parce que c'est vraiment de la R&D, et l'agriculteur, il est partie prenante, et ça viendra pas des académiques, etc. Ça sera lui qui va avoir et devoir solutionner ces problèmes, et il va les solutionner, mais on ne le finance pas. Il n'a pas de crédit impôt recherche, il le fait, et il perd de l'argent. Donc il faut qu'il développe, et moi je pense que l'avenir viendra aussi si on arrive à aider les agriculteurs à changer ce modèle, parce que il est vraiment efficace, j'en suis convaincu, je l'ai vu, il est résilient, il permet d'avoir du rendement, il permet d'avoir un modèle économique fiable pour sa famille, mais le problème, c'est ces années de transition qui sont hyper difficiles à financer, finalement, parce qu'il est tout seul, l'agriculteur, face à son bilan, et il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et si on lui donne, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, tiens, je fais un message pour une idée pour les autorités, du crédit impôt recherche pour les agriculteurs. Tiens, pas mal ça. C'est vrai qu'on leur demande de beaucoup plus
d'être multicasquette aux agriculteurs. Et je pense que aujourd'hui, c'est dur pour eux parce que, comme tu dis, ils doivent faire beaucoup de choses et nourrir aussi leur famille. Mais du coup, est-ce que ça serait pas à des entreprises aussi, pourquoi pas, de sponsoriser un peu ces agriculteurs, de pouvoir leur donner les moyens, d'arriver, d'être vraiment dans cette collaboration de recherche, et finalement le financement passerait par là? Ou est-ce que pour toi c'est que les institutions? Enfin, comment, bien sûr c'est ton idée et ta parole, mais comment tu vois un peu les choses par rapport à ça? Alors, c'est pas mon idée, mais c'est une idée. Mais je comprends, mais les entreprises peuvent avoir leur part, évidemment, dans ce financement. Mais les entreprises, elles représentent leurs intérêts, elles ont qu'une partie de la solution. Par exemple, elles vont vendre des intrants et l'intrant va être utilisé, mais c'est pas que ça, comme je t'expliquais, c'est un système. Donc, il y a beaucoup de choses à expérimenter par l'agriculteur. L'agriculteur, quand il va mettre des couverts végétaux, l'entreprise qui vend des couverts végétaux va lui donner des couverts végétaux, une entreprise qui vend des intrants, mais il faut coordonner tout ça. Il faut le mettre en perspective. Et la vision globale, c'est que l'agriculteur qui l'a. Aujourd'hui. Et les sociétés font pas trop de philanthropie, même si elles veulent sponsoriser pour pouvoir vendre des produits derrière. Donc il faut que la société puisse participer et que l'agriculteur, finalement, on lui dit beaucoup de choses. Chacun va tirer la couverture à soi, notamment les entreprises, mais la vision globale, agronomique, de l'exploitation, pour sauvegarder le BE, l'excédent brut d'exploitation de l'exploitation, ça c'est l'agriculteur qui l'a. Et c'est pas, je vais pas les citer, les gros intervenants de l'agro, des intrants, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé du Brésil. Pour conclure un peu sur cette partie technique, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision au niveau international. Est-ce que tu sais aujourd'hui ce qui se passe un petit peu dans les autres pays de l'Europe ou un peu plus loin sur la prise en compte de cette santé des plantes pour que en fait l'écosystème puisse continuer de fonctionner? Est-ce que tu as un peu des ressources par rapport à cela? Mais c'est vrai que je me suis pas mal baladé donc en Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Asie et en Europe évidemment, et qu'il y a deux facteurs. Il y a la société qui veut changer, notamment les sociétés européennes, américaines, avec moins de résidus, de pesticides, donc qui mettent la pression sur la façon de produire par l'agriculteur. Il y a d'autres régions où c'est moins important, la pression, mais elle est en train d'arriver sur la toxicité, en tout cas l'environnement. Mais c'est une tendance générale, c'est qu'une question de temps, à mon avis. On a aussi des systèmes agricoles dont je vous parlais du Brésil, ça en est un exemple, où les agriculteurs n'ont plus trop le choix. Faut quand même voir que le système il évolue aussi parce que l'agriculteur n'a plus trop le choix et qu'il essaye. L'agriculture de conservation, pour moi, c'est un modèle économique qui en fait vient du fait que les agriculteurs ils ont développé ça pour trouver un moyen de réduire les intrants. Aujourd'hui, l'azote, on le voit, les prix des fertilisants et notamment de l'azote avec le contexte géopolitique. Comment on peut devenir souverain au niveau de la France, de l'exploitation de l'Europe avec l'azote? Donc en fait, tout ça, ça fait évoluer l'Europe, ce que n'auront pas d'autres pays, mais il y a des problèmes de pollution, de lixivation, etc. Donc je dirais que d'une certaine manière, c'est quand même assez poussé en Europe par la pression sociale des consommateurs et le contexte géopolitique qui nous oblige à réfléchir à des solutions alternatives ou à être un peu plus résilients ou souverains dans certains domaines, notamment la fertilisation ou la santé des plantes. Dans d'autres pays, c'est des modèles comme le Brésil, je vous disais, où il faut trouver des solutions et on a des résistances qui apparaissent, on a des problématiques agronomiques et on n'a pas forcément les solutions. Si on parle de la Chine, c'est un autre monde, par exemple, où là, ils sont en train de s'en occuper parce que, évidemment, ils sont soucieux, comme tout le monde, de la santé humaine, mais ils ont 500, 600 millions d'agriculteurs. Et si on modernise l'agriculture, on remembre, on mécanise, qu'est-ce qu'on va faire de ces 500 millions d'agriculteurs? Ils vont tous aller en ville? Donc, c'est une autre problématique où on gère l'agriculture différemment parce que, quand on traite à la main des cultures, si on met des tracteurs et on fait des grosses exploitations, il va falloir gérer aussi l'exode. Donc ça dépend vraiment des pays, mais la tendance globale, elle est quand même d'en trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement et qui permettent de garantir aussi un niveau de production assez élevé. Donc il faut changer le modèle. C'est rassurant de voir que partout on pense
On a la même dynamique et le côté agronomique qui anime en tous les cas tout ce qui se passe. On arrive sur la fin là de l'interview. On a encore 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui te motive chaque jour à continuer ce travail essentiel sur la santé en général? Sur la santé en général, bon, en fait, moi, je suis assez humble. Hein. Je pense qu'on est tous pareils. On a envie de participer à quelque chose qui nous dépasse, hein, voilà. Et puis, en fait, je suis animé par ma passion de voir ces nouveautés efficaces qui rendent un service aussi à l'agriculteur. Bon, moi, quand même, je vois vraiment l'agriculteur parce que je le suis aussi, parce qu'on vient de là, et puis qu'à Purpan, on voit bien l'agriculture, on est chez eux, on est avec eux. Je pense qu'on a vraiment ce lien avec l'agriculteur qui est peut-être fort à Purpan. On n'est pas d'un col blanc ou dans un labo à monter des théories, on veut vraiment l'appliquer. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir quand je vois des solutions qui sont utilisées par les agriculteurs et que les agriculteurs ils créent de la valeur pour eux et pour évidemment le marché. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de voir d'aider les agriculteurs à produire mieux et à vivre de ce métier finalement en respectant avec les nouveaux enjeux dont on vient de parler. Et puis pour tout ce qui est café et thé, ça c'est en fait c'est une excuse pour rencontrer les gens, pour boire un café avec eux, vous l'avez compris, un thé. Alors toujours autour d'une dégustation parce qu'on a du sens, mais en fait finalement le café et le thé c'est une excuse, c'est un produit pour rencontrer des gens, c'est social, c'est la pause, c'est vraiment donc moi je prends toujours du plaisir et c'est pour ça que je vous disais en arrivant il est où le café, parce que c'est vraiment un moment de détente et de discussion qui est toujours enrichissant, voilà. Donc c'est ça que j'aime moi. Et du coup, est-ce que tu aurais une ressource en lien avec la thématique qu'on a abordée là pendant ce temps-là à recommander à nos auditeurs et auditrices, un livre, un article, un podcast pour aller plus loin sur tout ce que tu nous as expliqué? Pour tout ce qui est biocontrôle et tout ce qui est agriculture de conservation, moi je regarde peut-être regarder des vidéos. Hein. Moi j'aime beaucoup Frédéric Thomas. Je sais pas si vous connaissez, on peut le trouver sur YouTube. Frédéric Thomas, c'est un agriculteur. Lui, il a commencé il y a 20 ans en Bretagne en changeant ce modèle parce qu'il voulait économiser des intrants, hein, tout simplement, et avoir un modèle. Alors il s'est planté. Et il n'a pas peur de le dire, il a fait énormément d'échecs. Et puis il parle simplement, et c'est un agriculteur qui parle aux agriculteurs, il sait ce dont il parle, il a expérimenté. Et c'est des vidéos qu'on peut trouver sans doute sur YouTube. Moi j'ai eu la chance de le voir, et ça a été une révélation pour moi de le voir il y a longtemps, hein, je suis un vieux quand même, de le voir intervenir dans des réseaux d'agriculteurs. Et j'ai trouvé son franc-parler et son pragmatisme hyper intéressant. Donc Frédéric Thomas. Et si tu m'entends Frédéric, non il n'est pas purpanais. Ah! Mais ce podcast va voyager et le but, c'est que du coup, ils puissent aussi l'écouter. Ah bah écoute, si tu as un message à lui faire passer, ou en tous les cas à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, aux agriculteurs, aux purpanais, voilà, n'hésite pas, c'est non, aux agriculteurs, non, j'ai pas de message particulier. Les agriculteurs, j'aurais pas de message, mais voilà, je pensais à Frédéric parce que c'est vrai que c'est quelqu'un une des personnes qui m'a marqué dans le discours. Ouais. Merci Jean-Marc Avec pour plaisir. Cet échange passionnant. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute de cet épisode de Au cœur du réseau. On vous attend pour notre prochain épisode de la saison One Health avec Noémie Picard qui viendra éclairer notre podcast autour de la santé des animaux. Continuons de prendre soin de nous, de notre planète et des êtres qui la partagent avec nous. À très bientôt pour notre prochain épisode et aux événements Purpan Alumni. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Purpan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. À très bientôt pour un nouvel épisode.